Merci beaucoup Gérard. Je vais vous faire le partage d'écran. N'hésitez pas à me dire quand c'est bon de votre côté. Vous coupez tous vos caméras et votre audio, hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau du visuel? C'est bon, Est-ce c'est que... bon. C'est très Nickel, bien. super. Ouais. Alors bonjour à tous, donc moi c'est Sabine Pirou, je suis aujourd'hui Offensive Security Coordinator. En gros mon travail consiste en fait à organiser des pentests dans une red team. On va voir dans le cadre de cette présentation à quoi ça correspond. Et l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une thèse qui était sur un sujet que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Purple Team. Donc cette présentation sera en 3 parties. La première, c'est pour donner un peu une information globale à tout le monde, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le principe d'un pen test. Donc comment se passe un test d'intrusion classique. Ensuite, quelle est la différence et quels sont les apports lorsque vous faites une Purple Team dans un test d'intrusion. Et une troisième partie sera dédiée à l'impact de 2 réglementations dont vous avez tous beaucoup entendu parler, NIS 2 et DORA, et de l'impact des Purple Teams dans le cadre de ces 2 nouvelles réglementations. Donc pour commencer, je vais d'abord vous présenter le test d'intrusion dit classique, c'est-à-dire sans Purple Team, comment ça se déroule, quels sont les acteurs, quelles sont les différentes grandes phases, et vous verrez ensuite effectivement la différence avec ce qu'on appelle une Purple Team. Donc, au niveau de la définition, c'est en fait assez simple, hein. Un test d'intrusion, c'est un mandat qui est donné à une entreprise ou à un expert en cybersécurité pour pénétrer dans un système d'information selon un cadre défini. En gros, on reproduit une fausse cyberattaque en live. Elle est réalisée par des personnes qu'on appelle des pentesters ou des hackers éthiques. C'est souvent soit des salariés de l'entité qui demandent le pentest, soit ça peut être des indépendants ou des consultants de sociétés spécialisées. Dans le cadre moi de mon travail, je connais les 2 types de profils et l'objectif, c'est donc de lancer une attaque cyber en direct et identifier grâce à ce test toutes les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par un acteur malveillant. Les objectifs sont multiples. D'abord, ça permet d'évaluer la solidité d'un système d'information dans une organisation. Identifier les vulnérabilités, c'est quand même l'objet premier. Proposer des correctifs, ça c'est un élément qui est très important et vous allez le voir après dans le cadre de la Purple, en quoi la Purple peut être un véritable levier sur cette partie-là. Et ça a également un impact très important au niveau des acteurs au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous faites un pen test, souvent les résultats que vous présentez à la fin du test d'intrusion souvent a un effet d'électrochoc pour les personnes qui ont demandé le test, parce que là, on leur montre vraiment comment un acteur malveillant, qui peut être interne ou externe à l'organisation, peut attaquer un système, comment il s'y est pris et quelles sont les failles en fait qui ont permis l'intrusion. Alors parmi les acteurs, vous avez, on va dire, 2 grands groupes distincts et totalement opposés. D'un côté, vous avez de la Red Team, donc ce sont les équipes que j'accompagne aujourd'hui. Donc, la Red Team, c'est le côté en fait offensif de la cybersécurité. Ce sont vos faux attaquants. Ils sont souvent rattachés à un SOC, hein, donc pour Security Operations Center, mais parfois vous avez des structures, des grands groupes industriels qui ont la possibilité d'avoir des équipes séparées qui sont à ce moment-là rattachées à ce qu'on appelle un VOC, un Vulnerability Operations Center. Leur travail, c'est vraiment d'agir et de penser comme des hackers malveillants. C'est vraiment leur mode de fonctionnement. Ils peuvent être internes ou externes à l'organisation, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, des fois, ça peut être des personnes qui sont totalement internalisées et des fois, ça peut être des personnes qui sont en tant que consultants ou indépendants. Et leur objectif, c'est de percer les défenses du système d'information qui est testé. En face, vous avez une équipe qui va s'occuper plutôt de la partie défense, et là, ce sera la Blue Team. Donc, c'est vraiment le côté défensif. Eux sont toujours rattachés à ce qu'on appelle un SOC, donc le Security Operations Center. Donc, vous voyez, des fois, les 2 équipes peuvent être mélangées, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent des sous-équipes à l'intérieur d'un SOC. Par exemple, avec le système NIST, vous avez souvent des équipes dédiées à la détection, d'autres qui seront là pour protéger le système et d'autres personnes qui seront là pour remettre le système en route après une attaque. Ce n'est pas systématique, mais c'est un type d'organisation que vous pouvez souvent rencontrer, en particulier dans des grandes structures. La plupart du temps, ils sont plutôt internes à l'organisation et parfois ça peut être délégué à un prestataire, mais c'est un cas qui, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré.
Et du coup, leur travail, c'est de défendre le système d'information qui va être testé. Le test d'intrusion se fait en plusieurs phases et l'une des phases les plus importantes, c'est le cadrage du pentest. Il faut savoir que c'est vraiment une phase obligatoire parce que le pentest, par nature, peut être assimilé à une infraction. Vous êtes rentré dans un système d'information. Donc, vous devez obtenir un mandat de la part de votre client ainsi qu'une convention de pentest qui va vous détailler ce qui est autorisé dans le cadre du test. Souvent, ce que vous allez faire dans un cadrage, donc c'est un meeting que vous organisez avec votre client. Vous devez expliquer un peu le fonctionnement du pentest, hein, les objectifs, à quoi ça sert, pourquoi vous le faites. Le fait que ça permet de faire de la détection de failles, ça permet également de remonter ce qui a été bien paramétré à l'intérieur du système, hein. Un rapport de pentest, c'est pas toujours que des points négatifs, hein. Ça peut aussi de mettre en avant des bonnes réalisations, des bonnes pratiques qui ont été mises en place. Et effectivement, l'objectif de renforcer la sécurité et que l'équipe de pentesters est là aussi pour proposer des solutions quand une vulnérabilité a été identifiée. C'est aussi le moment pour présenter un peu les équipes, donc les pentesters, également comprendre le contexte de l'entreprise dans lequel vous faites le pentest, hein, parce qu'il y a énormément de types de structures différents, donc ça peut être la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, mais on verra un peu plus en détail plus tard. Ça va également être le périmètre du pentest, le planning que vous prévoyez, hein, c'est-à-dire qu'un pentest est sur une durée à des horaires bien définis, et ensuite les modalités que je vais vous détailler juste après. Donc, au niveau de ce cadrage, et ça c'est un élément qui est très important, dans la liste de vos participants, vous avez le commanditaire du pentest, hein, c'est souvent un responsable soit applicatif, soit directement le responsable de la sécurité informatique, hein, ça peut être le RSSI qui fait la demande. Vous avez donc un membre de la sécurité informatique qui est souvent le commanditaire. Vous avez également une personne qui connaît l'environnement ou l'application pentestée. Donc ça peut être, si vous travaillez en méthode agile, le product owner. Ça peut être un application manager. Ça peut être le développeur de l'application. Vous avez également, en tout cas ce que je conseille, d'avoir une personne qui représente les utilisateurs de l'application. Donc, ça peut être des gens du business, hein, des utilisateurs finaux pour qu'ils vous expliquent un petit peu comment et à quoi sert l'application que vous allez pentester. Et bien évidemment, un membre de la Red Team qui va s'occuper du pentest. Ce rôle-là, d'ailleurs, c'est souvent moi qui l'ai du coup dans le cadre de mon équipe actuelle, où je dois faire une présentation effectivement de ce que l'on va faire dans le cadre d'un test d'intrusion. Retenez bien ces types de profils parce que vous avez remarqué que parmi les participants, on n'a pas forcément des experts et ça va avoir un impact assez important pour la suite. Donc pendant ce cadrage, il y a donc un certain nombre d'informations qui seront échangées. Donc en dehors de la présentation de l'équipe, il y a également beaucoup d'informations à transmettre à la Red Team, donc les personnes qui vont faire le pentest, pour comprendre et préparer le test d'intrusion. Donc d'abord, comprendre l'activité de l'entité. Donc je vous en ai parlé, hein, ça peut être des problématiques de taille, de secteur d'activité, des périmètres géographiques aussi. Est-ce qu'on va par exemple tester une application que sur un périmètre France ou Europe ou même international? C'est également une autre information importante, savoir si l'entité sur laquelle vous faites le pentest est réglementée ou pas, puisque dans ce cas-là, il y aura peut-être des contrôles supplémentaires à faire pour vérifier qu'elle est bien, qu'elle respecte bien la réglementation à laquelle elle est soumise. Ensuite, il y a toute la phase effectivement de compréhension de l'utilisation de l'outil au sein de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, le service qui gère cette application que vous allez pentester ou cette infra que vous allez étudier, est-ce qu'elle est entièrement gérée en interne ou est-ce qu'elle est externalisée auprès d'un prestataire? Est-ce que les outils que vous allez tester, pentester, est-ce qu'ils sont utilisés au quotidien ou sur des activités critiques au sein de l'entreprise? Il y a également d'autres informations qui peuvent être très intéressantes avant de vous lancer sur le pentest. C'est est-ce qu'il y a un historique au sein de l'entreprise par rapport à des cyberattaques? Par exemple, est-ce que l'application que vous allez pentester a déjà subi une cyberattaque? Et du coup, il y a déjà eu peut-être des correctifs qui ont été mis en place et que vous demandez du coup un pentest pour vérifier que une attaque du même type ne va pas se reproduire. Ça peut être un cas de figure. Et également, élément assez important, également demander s'il y a déjà eu des audits ou d'autres pentests qui ont déjà été faits sur la même application, ce qui permet de faire un comparatif entre le pentest que vous allez réaliser et ce qui a pu être trouvé par des pentesters précédents. Un autre élément, nous, qui est une partie sur laquelle on passe le plus de temps lorsqu'on fait des cadrages, c'est le périmètre testé vraiment sur la partie technique. Donc, qui est la cible? Donc, vraiment l'application et ce
quelle partie de l'application on va pentester, hein, parce qu'il y a des périmètres très stricts à prévoir, la criticité de l'application. Est-ce qu'il y a déjà des risques identifiés? Par exemple, est-ce que votre application est ouverte sur Internet? Dans ce cas-là, bah, il y a peut-être des contrôles supplémentaires à faire. Ça peut être également quels sont les rôles qui sont existants à l'intérieur d'une application. Est-ce que par exemple vous avez un rôle d'administrateur, d'utilisateur simple, de valideur, pour qu'on puisse également tester ce que chaque profil peut faire dans une application. Et tout ce qui va être méthode d'identification. Est-ce qu'il faut passer par un SSO? Est-ce que c'est un mot de passe? Est-ce qu'il y a du MFA? Ce genre de choses. Et enfin, dernier élément également très important, c'est le planning. Alors c'est particulièrement important puisque en fait, lorsque vous allez pentester votre application, il faut être sûr que ça n'impacte pas trop, en tout cas, l'activité de l'entreprise. Donc la plupart du temps, on essaye de faire nous plutôt des pentests sur des environnements de test, pas sur de la production, pour éviter de perturber l'activité. Mais il peut y avoir également des contraintes en termes de calendrier. Par exemple, on ne fera pas de pentest, par exemple, sur une application comptable lorsque c'est la clôture des comptes. Il y a trop de risques. Si jamais il y a le moindre incident, il faut que l'outil reste à disponibilité constante. Donc, on ne fait pas de pentest pendant ces périodes-là. Un autre cas de figure, moi, que j'ai pu avoir, dont j'ai pu avoir connaissance, c'est par exemple quand vous travaillez dans le luxe, on va éviter de faire des pentests pendant la Fashion Week, par exemple, parce que ce sont des périodes où le business a besoin d'avoir des outils qui sont en parfait état de marche pour que l'activité ne soit absolument pas perturbée, parce que ce sont souvent des points assez importants d'activité. Également dans le planning, ça peut être les horaires pendant lesquels vous faites le pentest. Il y a certaines applications, on vous demandera par exemple de les pentester après les horaires de bureau ou le week-end. Alors sur les modalités, donc là on rentre un peu plus dans la technique, mais c'est également moi un élément que je détaille à mes clients, même aux non-experts, pour bien leur expliquer ce que l'on va faire exactement dans le cadre du pentest. Donc en fait, il y a trois grands types de pentest avec trois modes de fonctionnement différents. La boîte noire, la boîte blanche, même si je vous verrai, ça peut être rediscuté, et la boîte grise. En gros, lorsque vous faites un pentest en black box, en boîte noire, c'est comme si vous étiez une personne qui était totalement extérieure à l'organisation, vraiment comme si vous étiez un attaquant qui n'est pas dans les locaux de l'entreprise. Et quand je dis pas dans les locaux, c'est également pas à l'intérieur ayant accès aux outils comme pourrait l'être par exemple un collaborateur dans l'entreprise. Donc vous avez aucune information sur ce que vous allez pentester et vous faites tout depuis l'extérieur. Donc il y a souvent une longue phase de recherche et d'OSINT en fait quand vous faites en boîte noire. Le pentest le plus classique, c'est la grey box, la boîte grise, où en fait on va déjà vous donner certaines informations sur l'application à pentester et en particulier des comptes utilisateurs. Ça vous permettra déjà de voir ce que peut faire un compte. Par exemple, quand je suis simple administrateur, bah, est-ce que je peux vraiment tout modifier à l'intérieur de l'application ou est-ce que j'ai des droits réduits? Si je suis simple utilisateur, est-ce que je peux quand même modifier des choses dans l'application alors que ce ne serait peut-être pas autorisé? Donc ça vous permet de vérifier la segmentation des comptes. C'est nous la méthode qu'on utilise le plus parce que ça permet quand même de tester pas mal de choses. On a souvent également des informations, par exemple, sur l'architecture de l'application. Enfin voilà, on a déjà des informations sur l'application ou sur l'environnement que l'on veut pentester. Et la version boîte blanche, alors ça peut se discuter, certains disent que c'est pas tout à fait un pentest, on est plus dans le cadre d'un audit. Là, vous avez accès absolument à la totalité des informations de l'application. Vous avez le source code, vous avez toute l'architecture, vous avez la possibilité de poser toutes les questions au concepteur de l'application. Alors, on en fait un petit peu dans le cadre des équipes avec lesquelles je travaille, mais on va dire que c'est un peu le nice to have. On va plutôt nous se concentrer sur d'abord un peu de black box pour voir ce que peut voir une personne externe, beaucoup de grey box, et si on a le temps et si ça mérite, on va peut-être travailler du coup sur la partie white box, mais c'est clairement pas, on va dire, ce que l'on travaille le plus. D'autant plus que sur un pentest, il faut savoir que c'est souvent sur des périodes qui sont relativement courtes. Moi, par exemple, dans les équipes dans lesquelles je travaille, un pentest, c'est 5 jours. Vous avez 4 jours à peu près de test et une journée pour écrire le rapport, donc ça va quand même assez vite. Et du coup, vous pouvez également cumuler la white, la grey et la black box avec ce qu'on appelle des stratégies. Donc, je vous le mets juste pour information, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais en gros, vous vous rappelez, vous avez d'un côté la red team et de l'autre côté la blue team. Vous pouvez tout à fait faire un pentest sans absolument informer aucune personne de la blue team pour passer complètement sous les radars et voir s'ils arrivent à repérer l'intrusion.
Donc ça, effectivement, vous avez différents modes en fait de black et de gray possible, ou même de white. Et là, ça va dépendre en fait de l'information que vous fournissez d'un côté à la red team et de l'autre côté à la blue team. Donc par exemple, moi, le système que j'apprécie le plus, par exemple, c'est la Greybox Reversal. C'est-à-dire que la red team a pas mal d'informations sur l'outil à peine testé, mais que la blue team n'est pas informée. Donc vous vous rapprochez quand même assez bien d'une véritable attaque. Donc moi, c'est le mode que je trouve le plus intéressant. Alors, sur les méthodologies, un pentest, il y a effectivement un certain nombre de méthodes qui ont été publiées. Donc, c'est souvent produit par des fondations ou des centres de recherche, ou parfois par des régulateurs locaux. Ça vous donne en fait un scénario, une structure et puis surtout des bonnes pratiques dans le cadre de votre pentest. Et il faut savoir que c'est sur le sujet de la cybersécurité, on a quand même des pays qui sont assez en avance sur ces sujets-là. Donc, pas mal de ces méthodologies sont développées aux USA. Je vous ai mis là quelques exemples, hein, c'est les plus connus, OSTM, OWASP, le MitraTac, qui est une des méthodos qu'on utilise nous beaucoup, l'Unified Cyber Kill Chain et une que vous allez revoir dans le cadre de cette présentation, c'est le TiberU Framework. Alors, vous faites votre pentest. Votre pentester de la Red Team a détecté un certain nombre de vulnérabilités sur plusieurs jours et ensuite il doit s'atteler à ce qu'on appelle la rédaction d'un rapport de pentest. Donc dans le rapport, c'est un document formalisé avec la plupart du temps des modèles qui ont été validés par la Red Team de manière globale où on vous montre étape par étape comment s'est passé en fait le test d'intrusion avec des copies d'écran, vous montrez ce qui a été fait et vous expliquez en détail comment le pentester s'est organisé pour pouvoir rentrer dans le système d'information. Et ce rapport est partagé avec toutes les personnes qui étaient présentes à votre cadrage. Donc ça, c'est assez important. Dans l'idéal, il faut que votre rapport classifie les vulnérabilités par criticité, c'est-à-dire vous avez une grille, donc c'est souvent aussi assez formalisé, hein. Vous avez low, medium, high, very high et critical, high critical, qui sont souvent les classifications qu'on utilise pour classifier en fait la dangerosité en fait de la vulnérabilité. Quand vous avez une vulnérabilité highly critical, cela signifie que les responsables en charge de l'application vont devoir très très rapidement mettre en place un correctif parce que là, il y a une faille vraiment très importante qui a été détectée qui peut mettre en jeu la totalité du système d'information. Donc ce système de classification est très important pour donner de la visibilité à vos clients et surtout aux personnes qui auront la responsabilité de mettre en place le correctif. Donc on explique effectivement les outils utilisés, les méthodes qui ont pu être faites. Donc il y a pas mal de partage de copies d'écran et souvent nous ce qu'on fait c'est que du coup quand après le cadrage donc on a le pen test et à la fin du pen test on envoie le rapport à notre client mais on fait quand même une réunion de récap pour détailler avec eux ce qui est à l'intérieur du rapport. Déjà pour être sûr que l'importance des vulnérabilités est bien comprise par les personnes qui seront en charge donc de faire les correctifs mais également pouvoir accueillir toutes leurs questions pour être sûr que voilà, les solutions de correction sont bien comprises et qu'on puisse du coup les accompagner pour mettre en place les bonnes pratiques et du coup supprimer ces vulnérabilités ou au moins baisser leur criticité. Également, quelque chose que nous on fait, c'est qu'on met des délais pour la remédiation. C'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la highly critical. Bon, bah, c'est 72 heures. Donc c'est très très rapide. Si on a détecté une faille highly critical, c'est 72 heures pour mettre en place le correctif parce qu'il y a vraiment un danger très important sur l'application. Après, les délais, ça peut être une semaine, voire 2 semaines, un mois. Pour du lot, par exemple, on le met en best effort. C'est-à-dire, on a trouvé une faille. L'impact n'est pas très important. Si jamais quelqu'un l'exploite, elle ne pourra pas faire énormément de dégâts. Donc là, on vous la met dans le rapport de pentest. Par contre, voilà, c'est clairement en termes de priorisation, vous le faites si vous avez le temps. Donc, je recommande vraiment très fortement de bien établir la classification et de surtout donner des conseils de délai de remédiation pour qu'il y ait une bonne prise de conscience en fait comment dire, de la nécessité de très rapidement mettre en place des correctifs.
Et souvent, ce qui est proposé, c'est qu'une fois que les correctifs ont été listés et que le client a pu poser toutes ces questions, on leur donne donc un délai pour corriger tout ça et on leur propose de faire un retest. Alors, pas forcément sur la totalité des vulnérabilités identifiées, mais on va dire sur les plus critiques. S'il y a une highly critical qui a été détectée, bien évidemment, c'est celle qu'on va retester derrière une fois qu'ils nous ont dit c'est bon, on a mis en place le correctif, refaites le test. Et là, on pourra leur dire si oui ou non ça a fonctionné. Alors malheureusement, ça nous est déjà arrivé d'avoir des recommandations avec également des suggestions de la façon dont il fallait mettre en place le correctif qui n'ont pas forcément été suivies par le client. Ça peut arriver. Et bah, du coup, quand on a fait le retest, et bah, on est à nouveau rentré dans le système et on leur a réexpliqué, non, non, mais si on vous a proposé de mettre en place le correctif de telle façon, c'est parce que vous voyez, en l'ayant fait d'une autre façon, on a quand même contourner le correctif et on est quand même rentré dans le système. Donc le retest est un élément également très important dans le cadre d'un test d'intrusion. Alors, petit élément également important, le principe de test d'intrusion peut se rapprocher de d'autres concepts en cybersécurité. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler de red timing. Alors, le red timing, vous pouvez un peu le considérer comme un test d'intrusion, mais un peu XXL. Déjà, c'est des scénarios qui sont beaucoup plus complexes qui sont joués dans le cadre d'une red team. Il y a également pas de contrainte de temps. Vous voyez, moi, les pentests que je supervise, c'est 5 jours. Bon, bah, une red team, ça peut durer plusieurs semaines. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Il y a également, on va dire, des petits bonus. Lorsque vous faites un pentest classique, souvent, alors on peut parfois se déplacer dans les locaux pour tester certaines choses, mais la plupart du temps, on le fait à partir d'un poste de travail et on va dire qu'on va tester l'application. Mais dans le cadre d'une red team, vous pouvez parfois faire de l'intrusion physique pour voir si, par exemple, les serveurs sont bien dans une salle sécurisée fermée à clé. Ça peut être également du social engineering qui peut être testé pour voir si on ne peut pas récupérer des identifiants, des mots de passe en faisant du social engineering. Mais comme ça demande beaucoup de préparation, on ne peut pas le faire dans un pentest classique. Ce sera plutôt une red team du coup qui pourra prendre en compte ce type d'éléments pour tester la solidité d'un système d'information. Le bug bounty, c'est assez différent. C'est plutôt un challenge qui est proposé à la communauté des pentesters où vous allez avoir une entreprise qui va proposer un nouveau produit, par exemple, sur le marché ou une nouvelle version et qui propose le challenge de essayer de craquer le système et vous avez une récompense à la fin. Donc ça, c'est plutôt il y a un côté très gamification dans le bug bounty. C'est un challenge vraiment à relever. C'est donc une demande quand même qui est faite par un client, mais là, entre guillemets, c'est pas à un pentester, c'est tout à une communauté que vous proposez le challenge. Donc c'est assez différent en termes, on va dire, de logique. Le scan de vulnérabilité, ça c'est un simple contrôle automatisé. Quand vous faites un pen test, alors il peut y avoir un scan sur la partie black box, mais c'est un vrai humain qui va faire le pen test. Donc c'est un comment dire un expert en cybersécurité qui va utiliser des méthodes éprouvées d'acteurs malveillants et qui va fonctionner comme tel pour tester la solidité de votre système d'information. Un scan va juste scanner et voir s'il y a des points d'entrée qui peuvent être exploités, mais ça n'ira pas plus loin. On va dire que c'est le niveau 1 de la sécurité. Le pentest, c'est quand même beaucoup plus avancé. Et enfin, l'audit de sécurité, aka white box, donc certains considèrent que c'est pas tout à fait un pen test, c'est effectivement là un travail complet avec des auditeurs et un service informatique où vous étudiez la totalité de votre application et là vous avez accès vraiment à la totalité des informations de l'outil que vous testez. C'est souvent assez long, cher, parce que vous passez beaucoup de temps à vraiment tout vérifier, le code, les architectures, etc. Mais c'est très complet. Parce que ça, c'est un élément également qu'il ne faut pas oublier sur le test d'intrusion, c'est que c'est très marquant, ça marche très bien. Par contre, ce n'est pas exhaustif. Vous vous souvenez, dans le cadrage, vous devez délimiter le périmètre de votre pentest, parce que déjà, vous êtes limité en termes de temps. Mais surtout, vous ne pouvez pas tout voir en une seule fois. Il faudra peut-être, sur une application, faire plusieurs pentests pour pouvoir la totalité de votre application. Donc, il ne faut pas considérer que parce que vous avez fait un pen test, votre application elle est bétonnée, qu'il n'y a aucun souci dessus. Il faudra sûrement faire plusieurs pen tests. Nous, par exemple, on a des recommandations. Il y a certaines applications, on doit les vérifier tous les 3 ans. Ne serait-ce que parce que la menace évolue dans le temps, de plus en plus vite. Donc voilà, il y a certaines applications d'office, elles seront revues tous les 3 ans ou tous les ans en fonction de la criticité de l'application dans le cadre de l'entreprise.
Et effectivement, voilà, c'est pour maintenir à jour vos systèmes d'information. Le pentest, c'est pas un one shot, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer comme une bonne pratique sur le long terme de la sécurité de votre système d'information. Voilà pour la partie test d'intrusion classique. Et du coup, bah, qu'apporte une Purple Team à un test d'intrusion? Alors là, je vous ai détaillé le fonctionnement classique hein, d'un pentest, mais c'est vrai que les professionnels quand même trouvent qu'il y a certaines problématiques qui sont levées dans le cadre d'un pentest. D'abord, vous vous souvenez, hein, je vous l'ai dit, dans votre cadrage, vous n'avez pas forcément des experts. Vous avez parfois des gens du business ou des personnes qui sont développeurs, mais qui ne sont pas forcément des experts du pentest et comment dire, de la cybersécurité poussée aussi technique. Et du coup, souvent, il y a des incompréhensions en fait sur l'offre de pentest. Nous, on passe par exemple beaucoup de temps à expliquer la différence entre la grey, la black et la white box pour que, au niveau du cadrage, les personnes qui nous ont demandé le pentest comprennent bien ce qu'on va faire et comment on va le faire. Il y a également des grosses difficultés à prioriser les vulnérabilités, c'est-à-dire que nous, on propose effectivement des classifications. Donc, highly critical, high, low ou medium. Mais c'est vrai que voilà, nous, on impose à chaque fois des délais de remédiation parce que sinon, effectivement, si vous ne donnez pas une cartographie de priorisation, ça va être très compliqué pour votre client de savoir ce qu'il doit traiter en premier. Donc, c'est vrai que c'est pas systématique et ça devrait être une bonne pratique, mais effectivement, il faut bien classifier vos vulnérabilités et à chaque fois bien indiquer non, non, mais ça, c'est à traiter en premier. Donc, c'est pas toujours évident aussi pour votre client de savoir ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit corriger dans l'urgence. L'autre problématique, c'est qu'une fois que votre pentest est terminé, vous donnez votre rapport, vous le confiez à votre gestionnaire applicatif, mais derrière, dans quelles conditions vont se faire la mise à jour? Est-ce que ça va être fait dans les temps? Est-ce que des fois vous avez des problèmes juste d'organisation et de coordination les équipes, ce qui fait que parfois les correctifs ne peuvent pas être mis en place. L'autre élément d'un correctif non mis en place, bah, c'est le manque de temps, le manque de budget. Ça, tout le monde connaît malheureusement dans les environnements très contraints. Bah oui, ok, il y a une super vulnérabilité qui a été identifiée, mais on n'a pas les sous pour faire le correctif. Un autre élément aussi, alors ça c'est vraiment très problématique, c'est que parfois vous avez des outils qui sont gérés par plusieurs équipes, vous avez des silotages très complexes en termes d'organisation. Et du coup, c'est quasiment impossible de mettre en place la remédiation. Donc là, vous devez avoir une déclaration d'acceptation du risque en disant, bah non, on ne fera pas le correctif et on accepte le risque, tant pis. Mais là, vous devez le formaliser, ça doit être écrit noir sur blanc, donc soit par le RSSI et avec en accord du business et avec le responsable applicatif. Parce que là, si vous découvrez des failles importantes et que bah, on sait que ça ne pourra pas être corrigé, au moins vous avez bien un papier qui confirme que oui, oui, on a bien compris, mais malheureusement, on ne fera pas. Il y a également, quand vous avez des gros pentests, vous avez aussi beaucoup d'informations à traiter. Donc, on peut avoir des clients qui sont un peu perdus. Et puis après, l'autre problème qui rejoint un peu le budget, c'est voilà, la communication avec le management. C'est vrai que on n'a pas toujours, au niveau des décideurs, des personnes qui sont très sensibilisées sur les risques de cybersécurité. Donc, réussir à les convaincre pour pouvoir effectivement débloquer les fonds et les ressources pour pouvoir mettre en place les correctifs, ça peut être également un élément très handicapant. Du coup, face à ce constat, un nouveau concept est arrivé. Donc, ça a apparu à partir de 2009, mais il y a eu vraiment un décollage à partir de 2012 du concept de Purple Team. Alors, Purple, hein, vous vous en doutez un peu avec le petit schéma. Vous prenez de la Blue Team, vous prenez de la Red Team et ça vous donne du violet, puisque effectivement, le concept de la Purple, c'est en fait de fonctionner en mode totalement collaboratif. Donc, vous impliquez à la fois la Red Team et la Blue Team, parce que là, vous avez vu dans le cadre du pentest, bah, la Blue Team, on peut potentiellement l'informer qu'il va y avoir un pentest, mais en dehors de ça, une fois qu'on fournit les correctifs, la Blue Team n'est pas forcément informée de la suite. Tandis que là, vous n'êtes pas du tout dans ce mode de fonctionnement. C'est qu'une fois que votre rapport de pentest a été élaboré, les solutions de remédiation sont faites avec l'aide de la Blue Team. Donc là, c'est pas juste la Red Team qui donne son rapport et après les gens se débrouillent, c'est la Red Team et la Blue Team qui travaillent ensemble pour trouver une solution et mettre en place les correctifs. L'intérêt de la Blue Team, en dehors même de ce travail collaboratif pour essayer de trouver de meilleures solutions, c'est que ça permet d'approfondir les connaissances de chacune des deux équipes. Ça permet à la Blue Team de mieux comprendre comment un attaquant va s'y prendre pour pouvoir rentrer dans un système d'information.
Et de l'autre côté, ça va permettre à la Red Team de voir ce que la Blue Team met en place pour trouver des nouvelles solutions de contournement. Donc, c'est vraiment ces deux équipes qui s'alimentent et qui, habituellement, ça, c'est un élément que vous devez bien prendre en compte, qui ne se parlent pas. Par exemple, donc je suis rattachée à une red team, on est même physiquement pas au même endroit. C'est-à-dire que vous avez la blue team qui est sur une partie de l'étage et nous, on va se mettre à un autre endroit de l'open space et on va travailler. Alors, ça échange beaucoup à l'oral hein, en tant que red team, hein, puisque pendant les pen tests, on échange beaucoup pour essayer de trouver des solutions et ça s'aide beaucoup au sein de la red team pour essayer de trouver des façons de craquer le système. Mais physiquement, on ne veut pas être à côté de la Blue Team. Donc même si vous voulez, au niveau de l'organisation physique des équipes, c'est pas des équipes qui se mélangent. Et là, vous cassez complètement ce système de silotage en les faisant travailler ensemble et entre guillemets, en améliorant leur connaissance de l'équipe adverse de façon mutuelle. Et ça, c'est un très très gros point fort quand même de la Purple. Le fait également d'avoir la Blue et la Red ensemble, vous vous souvenez, la Blue Team, souvent, ce sont des personnes qui sont en interne et la Red, très souvent, ça peut être des externes. Le fait d'avoir des personnes des deux côtés de la barrière permet de tout remettre un peu en cause, c'est-à-dire que vous essayez de trouver des pistes d'amélioration, pas seulement au niveau de l'application, mais également en termes de personnes, de processus et d'outils. Typiquement, dans le cadre d'une Purple que j'ai animée, on s'est aperçu qu'il y avait un process qui était fait à la main. Et on s'est dit, mais c'est quand même étrange parce que si jamais on a une attaque qui se passe sur des heures ouvrées et que l'équipe qui est en charge n'est pas disponible ou qu'il n'y a pas eu dans la procédure une équipe qui prend le relais à l'international pour être sûr que quand la France est fermée, il y a une autre équipe, par exemple aux États-Unis ou en Asie qui prend le relais pour être sûr que c'est H24, là on a trouvé un trou dans la raquette d'une procédure. Avec un simple test d'intrusion, on serait peut-être passé totalement à côté. Mais c'est parce que la Blue Team nous a dit, voilà comment ça se passe nous au niveau de la détection, qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des étapes du process qui étaient absolument pas couvertes si certains horaires n'étaient pas pris en compte dans la gestion de ce type de contrôle. Et le fait d'avoir effectivement des équipes qui travaillent totalement en opposition fait que souvent les solutions que l'on trouve sont conçues de manière conjointe et testées en immédiat. C'est-à-dire que sur les Purple que j'ai pu animer, on avait quelqu'un de la Blue Team qui proposait une modification pour qu'il y ait une détection qui soit beaucoup plus efficace. Et on avait tout de suite la personne de la Red Team qui en direct à retester dans l'immédiat pour voir si la solution proposée était fiable ou pas. Et à partir de là, on a pu modifier certains éléments et arriver à une solution beaucoup plus consolidée. Donc, à la base, la Purple, c'est vraiment, retenez-le, comme une activité de collaboration entre deux équipes qui, à la base, travaillent pas du tout ensemble. Alors, le problème de la Purple, et je vous cache pas que ça a été quand même un élément qui a été assez important au début de ma thèse, c'est qu'en fait, c'est un concept qui est assez récent et surtout qui est très peu documenté. En fait, vous avez énormément de publications sur les méthodes de pentest ou même de red teaming, hein, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Mais sur la Purple Team, en fait, il n'y a pas grand-chose. Souvent, ce qui est proposé, ce sont des pentests, mais dans le secteur de la banque finance, puisque vous savez, c'est des secteurs qui sont particulièrement exposés, donc qui sont assez en avance en matière de sécurisation des systèmes d'information. Et c'est souvent, du coup, des méthodologies qui sont proposées par le régulateur. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, hein, Tiber.io, donc c'est fait au niveau de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est vraiment une des méthodos les plus fournies en matière de Purple Team et qui s'applique du coup au secteur banque-finance. Alors après, vous avez d'autres méthodes, là, qui ne sont pas publiées par des secteurs particuliers, mais qui sont mises à disposition gratuitement par des chercheurs ou des fondations. Donc, vous avez la Atomic Purple Team Framework et la Purple Team Exercise Framework, alors qui sont 100% dédiés à la Purple, ça c'est vraiment très bien, mais sur lequel, en tout cas moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de documentation. C'est-à-dire que les ressources sont disponibles gratuitement, donc vous pouvez tout à fait les consulter. D'ailleurs, je vous ai mis les liens à la fin de cette présentation. Mais j'étais un peu sur ma faim, je dois vous avouer, en disant, ok, on a quelques informations, mais ça va pas jusqu'au fond du sujet. Et un autre élément que j'ai trouvé très frustrant, c'est que même lorsque vous avez du coup des méthodos de Purple qui vous sont détaillés, en fait, c'est sur des phases très très courtes du test d'intrusion. Là, je vous ai mis un exemple. Donc là, c'est la Purple Team version Tiberiu, donc qui est proposée par la Banque Centrale Européenne. Donc vous voyez, la partie cadrage que j'avais, eux, c'est carrément une preparation phase où il va y avoir toute une procédure qui prend plusieurs semaines de préparation en fait du scénario qui sera joué dans le cadre de la Purple.
Ensuite, vous avez une phase de test, donc le test d'intrusion tel qu'il est, parfois un retest qui est fait juste derrière, et le tout petit carré que vous avez là en bas, Purple Timing, bah, c'est la seule partie de la totalité de la procédure où vous avez de la Purple. Donc vraiment tout à la fin, c'est-à-dire que vous avez déjà fait un reporting au niveau de la red team, vous avez déjà rejoué un peu le scénario, et puis bon bah là, tout à la fin, on va faire un peu de Purple. Et ensuite, alors vous avez la partie attestation, c'est parce que comme c'est un truc réglementaire, effectivement, une fois que vous avez fait une Purple avec Tiberiu, vous pouvez recevoir une certification comme quoi le test a été validé et l'attestation justifie que tout a été vérifié et suivi conformément à la procédure. Mais vous voyez, c'est quand même sur comment dire, une méthodologie qui est quand même assez détaillée. En fait, c'est une toute petite partie du process. Et du coup, bah, mon constat, c'était de dire, bah, c'est quand même un peu dommage parce que il y a l'air d'avoir quand même un certain nombre d'avantages à fonctionner en mode Purple. Et la méthode m'a l'air d'être complètement sous-exploitée. Déjà, vous vous souvenez, hein, parmi votre public au niveau du cadrage, bah, en fait, vous n'avez pas forcément des experts. Or, la Purple ne propose par exemple aucun accompagnement de votre client au niveau du cadrage. Ah, rien. La Purple arrive tout à la fin de votre test d'intrusion. Alors que, et ça, ce que vous voyez sur cette slide, moi, ce sont des données clients que j'ai récupérées, c'est-à-dire que moi, je suis allée interroger des clients de pentest pour leur demander, bah, dans le cadre d'un pentest, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Et souvent, parmi les problématiques remontées, il y a, bah, voilà, on manque d'informations sur à quoi sert un pentest, comment ça fonctionne, c'est quoi l'offre, combien ça coûte, enfin vraiment des questions qui sont assez légitimes de la part de votre client, mais qui ne sont pas du tout abordées dans le cadre d'une Purple, par exemple. Il y a également aucune coordination proposée pour aider à la création d'un scénario qui cumulerait à la fois les besoins d'une blue team, c'est-à-dire bah voilà, on a tel type de règles de détection, on aimerait bien les pen tester pour voir si c'est fiable ou pas. Et puis de l'autre côté, bah vous avez la red team qui dit bah ok, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut contourner ces règles-là. La plupart du temps, même dans une purple avec les méthodos que je vous ai mentionnées, bah vous allez avoir une red team qui va travailler sur le sujet et parfois la CTI, donc ce sont les équipes de Cyber Threat Intelligence, donc des personnes qui sont spécialisées sur de la conception de scénarios d'attaques cyber. Mais la Blue Team n'est pas dedans. Un peu étrange. Enfin, pour quelque chose qui est censé être très collaboratif et qui est censé vérifier un peu la fiabilité, est-ce que peut faire une Blue Team, est-ce que la Blue Team peut détecter dans le cadre d'une attaque, le fait qu'il ne soit pas du tout intégré dans le scénario, ça me paraissait aussi un peu étrange. Il y a également aucune intervention d'une Purple dans le cadre du test. C'est-à-dire que pendant que vous faites votre test d'intrusion, que ça soit en Purple ou même en test d'intrusion classique, bah souvent votre client il n'a pas de visibilité. Quand est-ce que commence le test? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous avez déjà trouvé des choses? Quand est-ce que ça se termine? Est-ce qu'on est déjà à l'étape du rapport? Donc moi, c'est des informations que je donne à mes clients dans le cadre de tests d'intrusion classiques, mais j'étais étonnée de ne pas le retrouver par exemple dans le cadre d'une Purple, où effectivement il y a des points réguliers avec le client, surtout qu'une Purple, a priori, le pentest est quand même un peu plus long que juste 5 jours. Bah, en fait, votre client est un peu dans le noir. Et c'est vrai que d'un point de vue commercial, de tenir informé votre client de l'avancement du pentest et si des choses ont déjà été trouvées, déjà, ça montre que le sujet avance, ça donne de la visibilité et ça rassure le client. Il dit, OK, c'est en cours, il prépare déjà des choses, il y a des choses qui ont déjà été trouvées, donc il faut que je me prépare, moi, à peut-être bloquer des ressources ou avoir, d'être prêt d'avoir peut-être des informations confidentielles et pas toujours très agréables en tant que concepteur d'une application. Donc, ça permet de donner quand même pas mal de visibilité. Et l'autre élément, effectivement, c'est l'absence, dans le cas des méthodos de Purple, d'accompagnement client, mais du coup post-pentest. C'est-à-dire que la vulnérabilité, nous, on va essayer de l'expliquer, mais après, tout ce qui peut être déblocage de budget, proposition de solutions, par exemple, avec plusieurs scénarios en fonction des budgets alloués, etc. Bon, bah, sur un pentest classique ou même dans une Purple telle qu'elles existent aujourd'hui, bah, on vous donne des scénarios de correctifs, mais ça va pas plus loin. Il y a pas vraiment d'accompagnement complet pour proposer plusieurs solutions et des méthodes, enfin, comment dire, des façons très concrètes de corriger tout ça. Donc, malgré le côté Purple collaboratif, bah, tous ces éléments-là, en fait, ne sont pas dans les méthodos. Du coup, ce que j'ai voulu développer dans le cadre de ma thèse et que du coup j'ai mis en place moi dans le cadre de Purple que j'ai pu animer, c'est d'avoir vraiment la Purple comme un relais qui soit présent sur la totalité du process d'un pentest. C'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit de Purple, donc de collaboration et de transparence dès le début.
que ça soit au niveau du cadrage du client, après sur la préparation du scénario d'attaque, en intégrant du coup la Red et la Blue Team. Également, être un coordinateur pour donner de l'information à votre client, pour lui dire voilà où on en est, voilà où on va et voilà sous quel délai on pourra vous proposer un retour sur les résultats du pentest. Lui présenter les résultats de manière pédagogique. Je passerai plus de temps là-dessus un peu plus tard. Après tout ce qui va être travaux de remédiation, qui sont souvent la seule partie en fait de la Purple hein, que vous avez dans les méthodos. Hein. Donc juste travailler Blue et Red ensemble pour trouver des correctifs. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être la partie validation des correctifs. Ça, c'est une partie quand même qui est assez complexe également. Ensuite, la mise en place des correctifs, c'est-à-dire que c'est bien une fois que vous avez les budgets, mais après, sous quel délai, avec quelles équipes vous le faites. Et ensuite, un retest et un retour client pour lui dire, bah, on a refait le test du coup suite aux vulnérabilités qui ont été identifiées et corrigées via la Purple. Et on peut vous garantir que là, les correctifs mis en place sont bien efficaces. Donc là, ce que je vous propose, bah, c'est la Purple version XXL. Donc déjà, pour moi, la Purple Team, si vous vraiment voulez aller au bout du concept, pour moi, le Purple, c'est une personne et même un concept, un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Donc déjà, pour moi, la Purple Team, c'est avoir déjà un VRP. Donc, il faudrait avoir quelqu'un dans vos équipes qui soit hors Blue et Red Team, ce qui était mon cas, moi, quand j'ai fait de l'animation de Purple, qui puisse être pédagogue, avoir une approche commerciale et un vernis cyber pour pouvoir expliquer simplement à quoi va correspondre le pentest pour accompagner le client. Il pourra également aider à tout ce qui va être préparation de scénarios avec les deux équipes sur des cas réels. Ça, c'est un élément qui est très important. N'oubliez pas que la Purple, c'est une Red Team poussée encore plus loin. Donc, lorsque vous faites une Purple, c'est vraiment des scénarios complexes et des cas vraiment réels qui vont être la base de votre thèse d'intrusion. Et élément extrêmement important, et ça je peux vous dire, on y a passé énormément de temps sur les Purple, c'était de définir les indicateurs de réussite. C'est-à-dire à partir de quel moment vous considérez que le test a été réussi. Nous, par exemple, c'était des temps de réaction, des process plus courts, des délais qui étaient raccourcis pour pouvoir agir très rapidement en cas d'intrusion. Typiquement, ça, c'était le genre de KPI qu'on pouvait étudier et c'est assez complexe à définir. Et si vous n'avez pas la Red et la Blue pour vraiment travailler sur cette partie-là, c'est quand même assez compliqué. Du coup, la Purple Team, c'est aussi avoir un facilitateur, mais pendant le test. Vous informez le client de l'avancement de votre test, vous coordonnez les équipes Red et Blue. Est-ce que tout se passe bien côté Red? Est-ce qu'il n'y a pas de problématique particulière? Est-ce que la Blue est bien informée du test ou pas? Parce que c'est pareil, hein, pareil sur une Purple, vous pouvez tout à fait avoir des informations plus ou moins divulguées à la Blue Team, donc bien vérifier que tout se passe comme ça a été prévu dans le cadrage. Et parfois, alors c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver, vous faites votre purple ou votre test d'intrusion et en fait, bah, il y a un impact trop important chez le client. Alors je tiens à vous rassurer, hein, si vous n'avez jamais fait de pen test, dans l'équipe dans laquelle je suis, on n'a pas eu un seul incident sur la production ou un impact sur l'activité qui était pen testée en 2 ans. Voilà, donc ça reste quand même relativement rare puisque normalement vous faites ça sur des environnements de test. Mais si jamais il y a un impact côté client, il faut tout de suite pouvoir informer du coup votre client que bah, côté production il y a un souci. Et puis autre cas, bah, vous avez un événement extérieur, une véritable attaque en direct en même temps. Donc là, ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui sert un peu de coordinateur, de lien sur toute cette partie-là. Et l'autre élément aussi important, c'est d'être sûr que le planning soit respecté, bien évidemment. Ensuite, je trouve que c'est important dans le cadre d'une Purple d'avoir également donc votre référent Purple, que ce soit également un traducteur. Donc, quand vous allez avoir la rédaction du rapport de pentest, il faut qu'il y ait une personne effectivement avec un regard, on va dire, un peu moins technique qui puisse repasser dessus pour être sûr que le rapport sera facilement compréhensible pour les personnes qui auront des actions à porter derrière et surtout pour les décideurs. Donc nous, par exemple, maintenant, on met systématiquement des executive summary, donc vraiment un texte très court, très synthétique et très pédagogique pour vraiment expliquer ce qui a été trouvé et pourquoi c'est important de le corriger. Également, un élément qu'on a fait, alors là, pas sur du test d'intrusion, mais sur de la Purple. Et je peux vous dire qu'alors là, en termes d'impact, c'est phénoménal. On a donné également le coût de la non-action. Et quand je vous parle de coût, c'est pas des éléments techniques, c'est le nombre de milliers d'euros que vous risquez de perdre si jamais l'événement se réalise. Il y a un autre élément aussi qui a très bien marché. Alors là, je peux vous dire que ça marche aussi très bien côté équipe technique. C'était le nombre de jours nécessaires pour remettre le système en route. Et sur l'un des pentests qu'on a fait, on avait mis le chiffre infini.
C'est-à-dire qu'on était incapable de dire combien de temps serait nécessaire pour remettre le système en route suite à une attaque de ce type. Bah, je peux vous dire que ça marque. Donc, c'est pour ça que c'est très important de déterminer les bons indicateurs, parce qu'il y a aussi des indicateurs que vous allez devoir remonter aux décideurs, et il faut que ce soit parlant. Il ne faut pas que ce soit technique, il faut vraiment que ça soit très business-centric. Donc, soit le nombre d'euros perdus, soit le nombre de jours où, par exemple, votre usine est complètement à l'arrêt. Ça, c'est des choses qui vont beaucoup plus parler, du coup, aux personnes qui auront après la responsabilité de dire, OK, on met tant d'argent pour mettre en place le correctif. Ça peut être aussi, hein, si jamais vous avez une faille absolument énorme, bah, de dire bon bah on arrête le produit, on achète du coup un produit qui va remplacer l'application qui vient d'être pen testée et donc vous avez le coût effectivement de transférer, de passer d'un outil à un autre avec toute la conduite du changement associée. Le rapport, alors là, que ça soit dans une Purple ou dans un test d'intrusion, il faut rappeler bien évidemment les objectifs, les résultats obtenus, les recommandations, donc le coût de l'inaction que je viens de vous mentionner, et également prévoir peut-être des procédures de crise si le correctif est totalement impossible à mettre en place. Donc vous n'avez pas les moyens de changer complètement l'outil, mais vous pouvez peut-être mettre des PCA PRA, hein, donc des plans de remédiation ou des plans de continuité d'activité pour pouvoir effectivement, on va dire, gérer un peu les dommages collatéraux si jamais vous êtes vraiment dans l'impossibilité de débloquer les fonds. Là, souvent, ce qui nous sert, hein, c'est tout simplement d'utiliser des méthodes d'évaluation des risques qui sont déjà bien connues dans le secteur, hein. Donc, vous avez les BioCRM, ISO 27005 ou MEARI, voilà, qui sont les méthodos que j'ai vu le plus passer du coup en matière d'évaluation du risque et d'éléments de communication sur les rapports de pentest. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous arrivez là vraiment sur la partie, on va dire, qui est un peu plus liée à la Purple telle qu'elle est décrite dans les méthodologies, qui est le rôle d'animateur. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de quelqu'un qui va coordonner les travaux entre la Blue et la Red, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, ne travaillent pas du tout ensemble. Donc là, moi, ce que j'avais fait dans le cadre des Purple que j'avais animés, c'était vraiment de faire des sessions de travail qui utilisaient, mais alors à fond, tout ce qui était méthodologie collaborative et créative, hein. Donc là, ça pouvait être des icebreakers, des méthodos utilisés en agile, en conduite du changement, enfin voilà, tout ce qui peut recréer du lien et de la cohésion en fait en début de session pour que vous ayez tous vos acteurs qui soient vraiment focalisés sur un objectif commun de réaliser en fait, de trouver des solutions à des failles qui ont été identifiées et sur un scénario qui a été travaillé ensemble. Enfin, si vous voulez, si vous prenez le concept de la Purple dès le début, normalement les équipes ont déjà été en contact pour préparer le scénario pendant le pen test et là quand vous arrivez du coup sur la partie vraiment trouvons des solutions. Donc voilà, là je vous ai mis quelques idées. Donc il y a le design thinking, les brainstorms, des outils de méthodo. Là par exemple, je vous ai mis un exemple alors de méthodo que moi j'aime beaucoup parce que c'est très polyvalent, c'est le design thinking. Donc en gros, on est sur une première phase où on va écouter le client. Donc parfois ça peut être la blue team hein, qui prend ce rôle-là en disant bah voilà, moi j'ai rien vu passer au niveau de mes outils. Donc voilà comment ça se passe à mon niveau. Ensuite, ça va être une partie définition de la problématique. Ça prend pas mal de temps. Ensuite, la partie idéation, où là, c'est vraiment en mode brainstorm, on propose absolument toutes les idées, même les plus farfelues. Il n'y a aucun, comment dire, aucune retenue. Là, c'est vraiment, vous êtes dans de la créativité pure, hein. C'est aussi un exercice qui est très intéressant à ce niveau-là, la Purple. Et ensuite, vous faites un premier prototype qui n'est pas parfait, mais c'est fait pour. Et vous le testez tout de suite. Et ensuite, vous réitérez le système. Il y a un peu d'agilité aussi là-dedans. Et c'est exactement l'exemple que je vous ai donné, par exemple, tout à l'heure, avec une personne de la Blue Team qui a fait quelques modifications, effectivement, qui étaient proposées dans le cadre d'un atelier et qui ont été tout de suite retestées par la Red Team en direct pendant l'atelier. Alors parfois, c'est pas toujours possible de le faire pendant l'atelier. Parfois, on fait des ateliers, par exemple, toutes les 3 semaines, et c'est pendant les 3 semaines d'attente entre les deux ateliers que certains retests seront faits. Donc après, ça dépend de votre organisation. Mais en tout cas, le design thinking, moi, c'est une des méthodes que j'ai pu utiliser pour créer un peu de cohésion et un peu de, comment dire, des méthodes de travail un peu disruptives par rapport à ce que ce type de public a l'habitude d'utiliser pour vraiment qu'on trouve les solutions les plus solides et puis surtout les plus créatives, des choses qui peut-être n'auraient pas été conçues si chaque équipe avait vraiment travaillé chacune de leur côté. Ensuite, bah, il y a la partie Purple Team, chef de projet. C'est bien beau d'avoir retrouvé des solutions, mais alors après, il faut mettre tout ça en place. Et c'est vrai que là, il y a une nouvelle casquette du coup qui arrive. Bah, c'est d'être sûr que bah, une fois que la remédiation a été trouvée, bah, c'est de pouvoir
proposer au management des objectifs et des rôles clairs sur les prochaines étapes, un planning également suggéré et un suivi précis pour dire, bon, bah voilà, si vous ne faites pas, voilà combien ça vous coûtait, et si on fait, voilà comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez important d'avoir une vision très projet pour avoir des informations qui soient vraiment très claires pour le management, pour que vous puissiez du coup débloquer les fonds et pouvoir financer du coup la remédiation. Et c'est vrai que ça, c'était sur l'équipe dans laquelle j'ai fait des purple. Ils avaient déjà essayé de faire des purple précédemment, et c'était souvent sur cette partie-là que ça pêchait. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à travailler ensemble, ils arrivaient à un début de solution, mais l'implémentation derrière, comme entre guillemets, il n'y avait pas de chef de projet pour faire tout le suivi, souvent ça tombait un peu en désuétude dans un dossier, c'était pas retravaillé. Donc la Purple, pour moi, ne devrait pas s'arrêter à la partie conception et proposition de remédiation. Après, il y a tout le travail de déploiement de la solution et ça nécessite un vrai suivi parce que vous l'expérimentez tous malheureusement dans votre quotidien. On peut très facilement se retrouver submergé par les tâches habituelles et pas se bloquer du temps et pas faire de suivi clair, net et précis de ce qu'il faut mettre en place une fois que les solutions ont été proposées et validées. Alors les avantages, hein, parce que vous voyez là, c'est vraiment un accompagnement de bout en bout. Donc nous, quand on a testé ça, en fait, on a eu des avantages qui ont été perceptibles et puis d'autres qui ont été des bonnes surprises. Alors déjà, moi les retours que j'ai, donc là, ce que je vous ai mis, c'est des retours moi que j'ai eu des raids et des blue teams et également des managers. Donc déjà, côté équipe Red et Blue, ils ont trouvé que c'était très agréable d'avoir une vision et de comprendre le rôle qu'ils avaient dans le cadre d'une Purple. C'était pas quelque chose de flou, c'était quelque chose qui était très clair en termes de rôle et d'objectifs à atteindre. Et du coup, ça donnait une volonté vraiment d'amélioration continue pour reproduire l'exercice. Toutes les personnes en Blue et Red avec qui j'avais pu travailler sur de la Purple étaient volontaires pour refaire une Purple derrière. Donc vraiment, c'est une expérience qu'ils ont énormément appréciée à ce niveau-là. Euh, il y a aussi énormément comme il y a beaucoup d'humains et de collaboration qui reviennent un peu à ce niveau-là, les participants ont trouvé que ça permettait de redécouvrir certaines facettes de certaines équipes qui n'étaient pas forcément connues. Donc ça, c'était aussi un point très positif qui a été remonté. Côté client, alors là, ça a vraiment un impact très fort parce que là, vous êtes présent du début à la fin. Donc votre client, il a une question, il sait que le référent Purple, c'est son contact. Vous savez qu'il travaille sur le sujet, vous avez travaillé sur le scénario, vous suivez le pentest en direct, vous avez participé à la rédaction du rapport, vous avez fait le suivi des travaux et vous suivez les correctifs. Enfin, pour le client, c'est hyper confortable. Donc à ce niveau-là, vous avez quand même une très grosse satisfaction client quand vous avez une personne bien identifiée qui fait le lien sur toute la durée du process. Un autre élément qui a l'air assez basique, mais en fait qui a eu un effet de levier assez important, à ma grande surprise, c'est le fait d'avoir un coordinateur pour la RAID et les Blues. Ça leur a été, mais apparemment je sais pas comment vous dire, ils m'ont dit, mais on peut enfin travailler sur notre sujet. On n'a pas besoin de se poser la question de quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois, qui fait les comptes rendus, où est-ce qu'on en est en termes de suivi. Donc moi, par exemple, j'avais un Kanban. Donc, un système de post-it qu'on utilise beaucoup en méthode agile pour faire le suivi des tâches. Et c'est moi qui m'occupais des rappels, qui organisais tous les ateliers, les dates, les calendriers étaient bookés, les gens étaient prévenus longtemps à l'avance pour être sûrs de se rendre dispo. Et donc, eux, ils étaient juste là pour faire du jus de cerveau. Toute l'organisation était gérée de A à Z. Et donc, en termes, on va dire, de productivité et de résultats, ils ont trouvé ça quand même très appréciable. Et alors, le petit bonus qu'on a eu, et j'avoue, celui-là, c'est celui dont j'étais le plus fière, en fait, c'est que grâce, en fait, au Purple, donc on a fait travailler des équipes qui, comme je vous l'expliquais, physiquement, sont même pas l'une à côté de l'autre, hein, dans le cadre même de l'organisation au quotidien. Et en fait, suite à plusieurs Purple, on a des gens de la Blue Team qui, naturellement, étaient allés voir la Red Team en disant, bah tiens, là, je suis en train de mettre en place une nouvelle règle de détection, qu'est-ce que tu en penses, etc. Ça, c'est les managers qui me l'ont remonté et qui m'ont dit, mais on n'avait jamais vu ça avant les Purple, hein. C'était des gens qui ne se parlaient pas. Et là, le fait de les avoir travaillés ensemble et en plus de les avoir totalement intégrés dans le process sur la conception de scénario, sur le pentest et sur les travaux ensuite de correctifs, fait que, ah bah attends, je connais telle personne dans la Blue Team, on va aller le voir pour savoir si on fait telle action, ça va passer ou pas. Donc, de manière globale, c'était quand même, on va dire, ça a élevé le niveau et la communication entre les équipes. Donc ça a été quand même un énorme plus là qui ont carrément été remontés par les managers en disant que vraiment ils étaient ravis de
de ce nouveau réflexe en fait que les équipes avaient pris grâce à une Purple. Alors, la Purple. Bah, vous me dites, bah ok, très bien, tes intrusions, mais la Purple, bon, ouais, c'est quand même compliqué, c'est long, il faut que je trouve quelqu'un pour animer tout ça. Bah, malheureusement, peut-être que vous n'aurez pas le choix dans le futur. Donc la Purple Team, qu'est-ce que ça va donner par rapport à la réglementation NIS2 et DORA, qui sont un peu les deux gros sujets réglementaires que l'on a sur cette année, et puis même depuis 2025 pour DORA. Alors déjà, pour remettre un peu de contexte, hein, NIS2, pour rappel, donc c'est une directive européenne qui est entrée en vigueur en octobre 2024, mais qui n'est toujours pas transposée en droit français. Donc on risque d'avoir une amende, puisqu'on a quand même des délais minimums pour faire des transpositions. Les derniers échanges parlaient peut-être d'un texte qui repasserait à l'Assemblée nationale cet été, mais rien n'est moins sûr. L'objectif de cette réglementation, c'était de mettre en place un socle minimum de mesures techniques pour améliorer la résilience des entreprises et réduire le risque cyber. L'impact de NIS2 est quand même assez important, puisqu'on a a priori dans cette nouvelle réglementation 18 secteurs d'activité qui sont impactés et ça couvre à peu près 15 000 entités en France, donc quand même non négligeable. Alors, l'impact de NIS2 par rapport aux intrusions et les Purple Team, et ben en fait, vous avez en mars 2026 le référentiel Cyberfrance qui a été publié par l'ANSSI et qui explique que par rapport à NIS2, et ben en fait, les pentests sont un moyen totalement validé et une preuve solide de la diligence de l'article 21 qui concerne la gestion des risques fondés sur la preuve. C'est-à-dire que dans le cadre de NIS 2, vous devez démontrer que vous avez géré votre risque et que vous testez régulièrement vos systèmes d'information pour vérifier que ceux-ci sont solides. Et donc le pentest fait partie de ces solutions. Donc peut-être que demain, effectivement, vous serez obligé de faire des pentests. Alors, en faisant de la purple ou pas, là, le choix vous revient, mais des avantages que vous pouvez avoir sur une purple, je pense qu'il n'est pas... ça mérite que vous mettiez un peu de purple dans vos tests d'intrusion, ne serait-ce que pour tout ce qui va être accompagnement client. C'est vrai que ce sont eux qui vont vous financer les pentests, donc ça peut être une approche, peut-être pas sur toutes les étapes si vous n'avez pas la possibilité de le faire au début, mais en tout cas de réfléchir peut-être à intégrer certains éléments de la Purple tels que je vous l'ai présenté, donc cette espèce de Purple plus plus dans le futur. Et puis surtout, l'avantage de la Purple, c'est vu l'efficacité et le suivi qui est fait, vous êtes sûr que votre pentest est rentabilisé. Un pentest, ça coûte quand même relativement cher. Pour des pentests assez petits, on peut être sur quelques milliers d'euros, mais ça peut vite monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, si vous faites une Purple, vous aurez en tout cas un peu plus de garantie que cet argent pour financer ce pentest sera bien investi et que derrière, il y aura des vraies actions et des vrais correctifs. Donc ça, c'était pour Nice 2. Mais si vous êtes dans le bancaire, vous avez déjà Dora. Alors j'ai mis entre parenthèses Nice 3, parce que la réglementation, elle évolue avec le temps. Donc qui ne dit pas que peut-être les réglementations Dora, peut-être que ce sera Nice 3 dans le futur. On verra si ça se concrétise ou pas. Mais Dora est beaucoup plus restrictif. Et là, c'est un règlement européen qui est déjà entré en vigueur. Donc les banques et un certain nombre d'entités du secteur sont déjà soumises à cette réglementation, qui donc est d'application directe. Là, l'objectif, c'était d'harmoniser la réglementation cyber au niveau européen et de renforcer la résilience numérique du secteur bancaire et financier. Donc, vous avez à peu près une vingtaine de types d'entités qui sont impactées, mais en gros, retenez que c'est banques, assurances et tout ce qui est société de gestion de paiement, mais également leurs fournisseurs critiques. Donc, ça peut toucher énormément d'entités. Et alors là, l'impact de Dora, il est direct par rapport à la Purple Team. Déjà, dans son article 25, vous avez l'obligation de faire ce qu'on appelle des tests de pénétration avancés, ce qui s'appelle les TLPT, Threat-Led Penetration Testing. En gros, retenez que c'est l'équivalent d'une Red Team. Donc, c'est du pentest déjà assez solide. Et il se trouve que Dora, donc réglementation européenne, se base sur Tiberiu, qui est elle-même proposée par la Banque centrale et qui intègre déjà la Purple Team dans sa méthodologie. Donc, si votre entité est déjà concernée par Dora, vous avez tout intérêt à déjà intégrer de la Purple à l'intérieur de vos pentests, parce que vous êtes déjà soumis à des pentests déjà assez costauds via Tiberiu. Et du coup, le gros avantage, c'est que si jamais vous êtes audité par le régulateur, donc là en l'occurrence ce sera l'ACPR et la Banque de France, le fait d'avoir fait une Purple fait que vous auriez la totalité de votre process qui est documenté, en particulier si vous avez effectivement un référent Pentest Purple Team qui est là du début à la fin du process et qui sert effectivement toujours de lien dans le cadre de ces intrusions XXL.
Pour finir, cette présentation vous sera partagée, bien évidemment. Du coup, je vous ai mis quelques liens utiles. Donc, d'abord, le lien vers Tiberiu avec sa méthode de Purple Timing, hein, donc qui est en fait la méthodologie aujourd'hui qui est la plus développée en matière de Purple, mais vous voyez quand même sur une partie du process qui est assez légère. Je vous ai également mis la Red Team Adversarial Attack Simulation Exercise. Alors, on parle de Red Team, mais il y a quand même une petite section sur la Purple dedans. Donc là, c'est l'équivalent de Tiberiu, mais à Singapour, en fait. Il y a également la Cyber Resilience Assessment Framework qui est pareil au niveau du secteur bancaire, donc là à Hong Kong, et qui, comme Tiberiu, en fait, vous donne des clés pour faire de la Red Team et également un petit peu de Purple. Donc retenez que sur les trois, donc c'est vraiment sur du secteur bancaire. Alors, c'est secteur bancaire, mais si vous n'êtes pas dans le secteur bancaire, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vos pentests, hein. Moi, je travaille dans du secteur industriel. Tiberiu est considéré comme la base parce que c'est déjà bien au-dessus qu'est-ce qui est demandé par la réglementation. Donc, si vous l'utilisez, enfin, je veux dire, vous n'êtes pas bloqué parce que c'est réservé à la banque finance. Et du coup, sur ces trois méthodos-là, c'est les trois seuls que j'ai trouvés, en tout cas en 2025-2026, qui mentionnent effectivement de la Purple dans le cadre de leur méthodo. Ensuite, je vous ai mis les deux autres méthodos Purple, donc là qui sont en libre accès, mais comme ça vous avez les liens directs. Donc là, c'est 100% dédié à la Purple. Mon seul regret, c'est que c'est assez léger, moi j'ai trouvé en termes de documentation. Donc c'est bien pour comprendre les concepts, vous avez pas mal de schémas, de choses qui vous sont proposées. Donc ça peut être un début si vous êtes intéressé par les Purple Team. Mais voilà, vous n'aurez pas quelque chose d'aussi poussé que ce que j'ai pu vous présenter avec des Purple de bout en bout. C'est pareil, c'est sur des parties assez finalement courtes d'un process de pentest. Et en dernier, du coup, je vous ai mis la documentation concernant l'ANSSI et sa publication du coup de mars 2026 sur le fait que le pentest est reconnu comme moyen de preuve dans le cadre de NIS 2. Comme la publication est récente, je vous l'ai mis en référence. Voilà, c'est tout pour la Purple. J'espère que ce sujet vous a intéressé et que vous avez trouvé des choses intéressantes que vous pourrez ensuite repartager avec vos équipes. Et bah, du coup, je vais arrêter le partage et puis donner la parole au Merci reste Sabine. des animateurs. Et puis je prendrai du coup les questions dans le chat. Merci Sabine, c'était très clair.